Mesdames et messieurs, bonjour. إخواني أخواتي السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم غادي نخصوها للحديث عن اللقاح يعني على الجلبة. واليوم غادي نستضفوا واحد يعني الخبير في هذا الميدان. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler du vaccin avec l'expert qui est maintenant un nom très connu en Belgique, le professeur Van Latem, que nous avons invité aujourd'hui. Yves Van Latem, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc on va, comme je t'ai prévenu avant, donc on va parler surtout du vaccin pour essayer d'éclairer pas mal de téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui vont nous suivre par la suite sur pas mal de questions qui se posent eux-mêmes au sujet du vaccin. Alors, je rappelle que Yves Van Latem, c'est le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus. Mais il n'a pas que cette casquette, donc il est aussi le président de la cellule vaccination du Conseil supérieur de la santé. Et je pense, comme vous l'avez vu, il est un peu partout dans les médias en ce moment. Il est dans les conférences également, il fait pas mal de réunions, pas mal de contacts avec l'OMS aussi, je crois. Donc vous êtes très pris pour le moment. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Ce sont des longues journées, entre autres pour un pensionné qui normalement pourrait s'occuper d'autre chose lorsqu'il fait beau comme maintenant. Ce sont des journées qui sont prises tôt le matin, parfois tard le soir, en réunions successives, oui. Alors, Monsieur Van Latem, aujourd'hui nous allons essayer de recevoir quelques appels téléphoniques pour les personnes qui souhaitent poser des questions. Et je vais essayer de transmettre ces questions et on va parler en français. Et puis, je ferai un petit résumé en arabe pour les gens qui ne comprennent pas le français, parce que le but de cette émission, c'est justement répondre aux questions que les gens se posent au sujet du vaccin. Notamment, on sait qu'il y a pas mal de réticences encore à ce jour pour le vaccin. Beaucoup de gens ont reçu la convocation, mais n'y répondent pas. Donc, on va essayer de voir avec vous pour quelles raisons les gens ne vont pas et essayer de répondre à toutes ces questions-là. Alors, comme vous êtes justement président de la cellule vaccination, vous êtes donc bien placé pour pouvoir, c'est probablement pas la première fois que vous recevez ce genre de questions. Alors, la question que je vais vous poser d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la différence entre les différents vaccins qu'on a actuellement en Belgique? يعني السؤال هو شنو هو الفرق بين الجلبات اللي كاينين لي فاكسان اللي عندنا دابا في بلجيكا يعني الانواع الكثيره اللي عندنا. Monsieur Van Latem. Alors globalement en Belgique, on a deux types de vaccins. Comme on dirait pour une voiture, on a deux plateformes différentes. On a une première d'entre elles qu'on appelle liée à l'ARN messager, on va dire dans quelques instants ce que c'est. Et derrière cela, on trouve le vaccin de Pfizer, appelons-le par le nom qu'on emploie d'habitude, et le vaccin de Moderna. Et une autre plateforme, comme si on appelle une autre marque de voiture, on va dire un autre principe de motilité, c'est ceux qui sont basés sur des virus. Et ça, c'est le vaccin d'AstraZeneca et c'est le vaccin de Johnson & Johnson. Alors, on va reprendre les choses brièvement et pour essayer d'être simple. Les vaccins ARN messager, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans notre corps, la mémoire que nous avons, que nous héritons de nos parents, de nos grands-parents, eh bien, c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Et ces chromosomes sont faits de structures qu'on appelle de l'ADN. L'ADN, il a notre mémoire génétique et c'est grâce à ça que nous sommes ce que nous sommes et que lorsqu'on a des enfants, eh bien, il y a un morceau qui vient de papa, un morceau qui vient de maman, ce qui fait qu'on a quelque chose qui se modifie au cours du temps. Chez les virus, on a des virus qui fonctionnent avec de l'ADN, des virus qui fonctionnent avec de l'ARN, mais dans ce contexte-ci, tout le monde a de l'ARN qui sont, à vrai dire, des plans, des petits messagers que la cellule envoie pour synthétiser ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de se multiplier, elle a besoin de renforcer sa paroi qui a un faible à tel endroit. Elle fait synthétiser des protéines comme des briques en envoyant une carte. Et cette carte, c'est de l'ARN qui vient, la protéine en question est construite par la cellule et elle sert à quelque chose. Eh bien, on a pris le même principe ici. On a pris de l'ARN dans lequel on a mis un tout petit message, qui est le message qui permet de coder pour la protéine qui est celle qui sert de clé d'entrée de ce virus dans notre corps. On a tous maintenant entendu parler d'une spike protéine, autrement dit une protéine S. C'est comme la clé que vous tournez dans votre porte. C'est grâce à ça que le virus rentre dans votre corps et commence à faire des dégâts.
Comment se protéger contre le virus? Une bonne idée, c'est de se dire, on va bloquer cette clé, l'empêcher de tourner pour entrer dans nos cellules. Et pour faire ça, on va donner à notre corps l'image de cette clé, de cette spike protéine, et nous allons faire des moyens de défense qu'on appelle des anticorps contre cette protéine. On aurait pu donner directement le petit bout de protéine. Eh bien, ça paraît très simple, à vrai dire, mais ça demande des mois et des années de construction pour ce type de vaccin. Et puis, on se rend compte que l'on a maintenant, depuis des années, ce petit plan d'ARN que l'on injecte, et c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait une injection du vaccin Pfizer ou Moderna, on injecte un petit plan qui va tenir le coup pendant quelques heures à quelques jours. Après ça, il se détruit comme si le vent et la pluie le dissolvaient, et qui va apprendre à notre corps à faire localement ces petites protéines. Il va en faire suffisamment pour que notre organisme fasse ses moyens de défense, et puis ce petit ARN s'en va totalement, il a entièrement disparu. C'est une des manières de faire. Et l'autre manière, c'est pas de donner simplement le petit plan, j'ai envie de dire d'envoyer une camionnette avec un ingénieur et un petit plan. C'est un virus. C'est un virus qui est incapable de se multiplier chez nous, donc il ne peut pas nous donner de maladie. C'est un virus d'ailleurs qui est incapable en lui-même de donner une maladie, mais qui va juste se reproduire pendant quelques jours, et puis il va mourir tout seul, parce qu'il ne sait pas faire de bébé virus. Et lorsqu'il se multiplie pendant quelques jours, lorsqu'il vit pendant quelques jours, eh bien il va lui aussi synthétiser cette petite protéine, et nous allons faire nos moyens de défense. Donc finalement, c'est deux manières différentes de faire faire par notre corps cette clé d'entrée du virus, et de instiguer notre corps à faire des anticorps qui vont venir bloquer cette clé d'entrée. إذا سيداتي سادتي غادي نحاول نترجم للعربية بسرعة يعني الجواب ديال الدكتور فان لاتم. كاين جوج الانواع ديال الفاكسان، كاين الجلبه الاولى اللي هي ديال موديرنا وفايزر، واللي هما يعني كيتبازاو على كيتسمى الاي ار ان ميساجي، لان واحد البارتي من اللي هي كتكون عندنا في النواه ديال الخلايا، وهذا الاي ار ان علاش؟ لانه هو اللي تيكودي البرودكسيون ديال بعض البروتينات الى غير ذلك. فهذا الاي ار ان غادي يكودي بعض الحوايج اللي تيكونوا في الفيروس، يعني بلا ما قبل ما يدخل الفيروس، والجسم ديالنا غادي يستجب لهذا الاي ار ان وغادي ينتج يعني الامور اللي مضاده للفيروس في يعني المناعه غتقوى، وغادي تكون عندنا هاد المواد المضاده للفيروس اللي الا دخل الفيروس للجسم غنلقاها موجوده، يعني قبل ما يتقوى الفيروس ويكثر في الجسم غادي ضده وغادي يعني تخرجوا على برا، ما تخليش يعني يبقى في الجسم مده طويله ويمرض الجسم. اذا هذا النوع الاول اللي هو ديال موديرنا وفايزر، والنوع الثاني اللي هو ديال استرازينيكا ولا ديال جونسون جونسون هو شويه واحد الطرف من الفيروس، يعني ماشي الفيروس كامل، واحد الطرف من الفيروس اللي كيخلي الجسم يعني هذا الطرف ما تيتكونش، يعني ما تيتضاعفش، ما كيكثرش في الجسم، ولكن تيخلي الجسم انه يتفاعل معاه وينتج كذلك مواد مضاده ليه ويحمي الجسم يعني في حاله اذا دخل الفيروس يعني بنفسه. اذا هذا هو الجواب. Monsieur Van Latem, j'ai une question. On va d'abord parler du Moderna et Pfizer, parce que donc la technologie, elle est nouvelle. Alors, cette technologie, c'est très important de savoir que si elle est nouvelle dans son application maintenant sur des centaines de millions de personnes, puisqu'il faut souligner que maintenant il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées sur les 5-6 derniers mois, elle était déjà connue depuis 15 à 20 ans à peu près. Depuis 15 à 20 ans, on développe petit à petit, d'abord pour le monde vétérinaire, et maintenant pour le monde adulte, pour le monde humain plutôt, des vaccins. Des maladies comme la dengue par exemple, le Zika, le chikungunya, des maladies plutôt tropicales va-t-on dire. Eh bien il y avait des études en cours sur des milliers de personnes qui étaient en train de voir si ces vaccins fonctionnaient bien. Et c'est un vaccin qui a le gros avantage, effectivement, de pouvoir très très vite modifier le petit segment porteur du microbe qui nous intéresse. Et donc, grâce à ça, on a pu se rendre compte que, comme il y avait là un nouveau virus très embêtant, dans des vieux prototypes qui existaient déjà, on pouvait changer le petit morceau, mettre le petit morceau qui synthétise pour la protéine de ce nouveau virus et directement l'employer. C'est donc une plateforme qui est récente chez l'homme pour un emploi aussi large, mais qui est connue depuis à peu près 15 à 20 ans, dans des études tant animales qu'humaines préalables. Alors, c'est la première fois qu'on a un vaccin à base de RNA messager, ou il y en a eu d'autres avant?
Alors, c'est le premier vaccin à RNA messager qui est employé, commercialisé, va-t-on dire, de par le monde. Des humains l'ont déjà reçu dans le cadre d'études concernant d'autres maladies tropicales en l'occurrence. Alors, la crainte de beaucoup de personnes, c'est que ce RNA messager intègre l'ADN humain, c'est-à-dire le génome. Donc, il intègre l'ADN humain et change notre génome, en fait. Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait. Et donc, c'est une crainte, je pense qu'il faut effectivement déconstruire. Et c'est pour ça que j'ai commencé par donner une petite idée de comment était notre mémoire génétique, nos fameux chromosomes, qui sont constitués d'ADN. L'ADN et l'ARN ne savent pas se mélanger. C'est incompatible comme l'eau et le feu, simplement. Et donc, l'ARN est incapable de venir entrer dans notre génome, de venir entrer dans le noyau de notre cellule. Il ne sait d'ailleurs pas entrer dans le noyau de notre cellule. Il ne sait pas s'insérer à l'intérieur. Et donc, il est incapable de modifier notre patrimoine génétique. Il faut souligner aussi que dans notre corps, nous avons un peu partout des enzymes comme des couteaux qui coupent cet ARN, qu'on appelle des ARNases. Ils le coupent, ils le rendent inactif. Ils sont tellement présents partout qu'on a dû prendre la précaution pour les fameux vaccins en question, d'entourer cet ARN d'une sorte d'armure. Et cette armure, ce sont les lipides, les petites vésicules de graisse qui sont autour, parce que si on ne les employait pas, si on piquait dans le muscle avec notre vaccin actuel sans ces petites graisses autour, ben en une demi-heure, une heure, il n'y aurait plus de vaccin du tout. Donc elles sont là vraiment pour le protéger, le temps qu'elles viennent fusionner avec nos cellules, le faire entrer dans nos cellules, où il fait son fameux petit boulot dont j'ai parlé, d'être la carte sur laquelle nous synthétisons la protéine. Et puis après ça, il meurt de sa belle mort, parce qu'il a une vie très courte en nous-mêmes. Et s'il est à l'extérieur de nos cellules, eh bien, il est alors simplement tué par tous ces ciseaux, ces enzymes qui le coupent. Alors, il y a des personnes qui ont relevé la question des transcriptases pour justement... il y a même des scientifiques qui ont dit non, non, on a des transcriptases inverses qui vont dans l'autre sens. Est-ce que c'est vrai? Alors, les transcriptases inverses sont présentes dans certains virus. On le sait, puisqu'on en a parlé, entre autres, pour le virus HIV, par exemple. Dans aucune expérience actuellement faite, on a pu retrouver le fait que l'on donne à un organisme vivant, un animal, entre autres, par exemple, une structure ARN et qu'une transcriptase le fasse intégrer le génome de l'homme. Donc, sur des bases théoriques, c'est possible. Sur des bases possibles, mais extrêmement rares, il faudrait construire une structure dans laquelle, effectivement, on ait ce type d'enzyme présent en même temps qu'on a l'ARN qui est présent sur place. Mais en pratique, ceci ne s'est encore jamais retrouvé. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir l'âme en paix. Ceci est une possibilité probablement aussi rare que de voir une météorite conséquente s'écraser sur notre planète. Alors, j'entends bien que vous dites que l'ARN messager est détruit rapidement, donc il reste quelques heures ou peut-être quelques jours. La crainte justement de beaucoup de personnes, c'est qu'il y ait des effets ou des risques, mais à moyen, à long terme, dans 1 an, dans 2 ans, qu'on n'en sait rien, comme on n'a pas un recul de 1 an ou de 2 ans. Donc beaucoup de personnes se posent cette question. Donc vous êtes là vraiment très... Vous tranchez sur la question, l'ARN, c'est démontré, il est détruit complètement? Tout à fait. Il y a eu des recherches extrêmement importantes faites déjà de longue date avant ce vaccin-ci, au moment où on commençait, il y a une quinzaine d'années, d'employer expérimentalement ce type de vecteur de message pour notre immunité. Et on s'est rendu compte que dans tous les essais qui avaient lieu, c'était entre quelques heures et maximum 5 à 7 jours. Ça s'est refait pour les vaccins ici, entre autres ARN messager. Et les études qui le retrouvaient le plus longtemps le retrouvaient entre 5 et 7 jours dans l'organisme, en toute petite quantité, mais vraiment extrêmement basse. Après ça, il n'y a plus personne qui le retrouve nulle part. Donc, il ne peut pas avoir d'effet au long cours. Et pendant qu'il est là, eh bien, il va faire un seul boulot, c'est de coder pour que nous ayons ce petit bout de protéine, semblable au petit bout de la clé du virus qui est présent. Il ne code pour rien d'autre qui puisse être positif ou négatif, d'ailleurs, pour notre organisme. Une fois qu'il a fait ce job, si on peut dire, eh bien, il s'en va. Tout disparaît, mais notre immunité a eu le temps de synthétiser ce qui allait bloquer le virus si un jour on rencontre le virus. إذن سيداتي سادتي البروفيسور فان لاتم يقول بأن الفاكسان اللي يعني كيتكون من ARN ميساجي يعني موديرنا وفايزر ما فيه حتى شي خطر، لان هذا الARN ميساجي ملي غادي يدير الخدمه ديالو باش نكونوا المواد المضاده للفيروس، هذا الARN ميساجي يعني تيمشي بعد ساعات
يعني تيدوب وكيمشي ما تيبقاش في الجسم كيدير العمل ديالو. ويعني كاين يعني الابحاث كثيره اللي تعملت سنوات من قبل في هذه التكنولوجيا الجديده واللي بينت بان الايرين ميساجي ما تيبقاش في الخلايا، يعني تيمشي. يعني بالنسبه للناس اللي كيخافوا يمكن توقع مضاعفات من هنا سنه او سنتين، فهنا تاكد لنا بان ما كاين حتى شي خطر، لان ما كتبقاش حتى شي تخاص ديال الفاكسان في الجسم بعد ايام. يعني هذا هو الجواب. Monsieur Van Latten, maintenant, l'autre type de virus, donc AstraZeneca et le virus de Johnson & Johnson, est-ce que c'est un virus vivant ou est-ce que c'est un virus atténué, affaibli, ou est-ce que c'est un virus mort? Alors c'est une très bonne question et il faut vraiment souligner qu'actuellement, aucun des vaccins développés par le monde, dans le futur ce sera peut-être le cas, mais actuellement aucun n'est un virus vivant et aucun n'est un virus atténués. Je parle dans ceux qui sont disponibles, tant chez nous d'ailleurs que dans d'autres pays, comme au Maroc par exemple. Les vaccins actuellement disponibles, qu'ils soient chinois, russes, européens, américains, comme on voudra, ne sont pas basés sur des virus vivants, ni sur des virus vivants atténués. Donc il n'y a jamais un organisme vivant, même assommé, j'ai envie de dire, quand on dit qu'il est atténué, qu'il soit injecté. Il s'agit pour ces deux vaccins d'un virus qui est capable de vivre quelques jours, comme un virus peut le faire au maximum, et puis qui meurt parce qu'il n'est pas capable d'avoir une descendance. Et donc, il assure son petit boulot de virus, qui en l'occurrence est bien sûr un virus qui a été choisi pour ne donner aucune pathologie connue chez l'homme. C'est un virus qui vit sa petite vie gentiment, sans qu'il nous affecte en quoi que ce soit. Et puis il meurt de sa belle mort, mais après avoir fait son boulot, c'est-à-dire d'avoir synthétisé à nouveau cette fameuse petite protéine, parce qu'on a inclus ce message dans son patrimoine. D'accord. Nous avons une question d'un des téléspectateurs où il demande quel est l'intérêt de se faire vacciner si nous transmettons quand même le virus aux personnes à risque et quel est l'intérêt aussi de faire un test PCR pour voyager si on est vacciné. Alors les questions sont très bonnes. On va prendre d'abord la première question. La première question, c'est de savoir non seulement si vous êtes protégé de la maladie, et ça on sait que tous les vaccins d'ailleurs protègent actuellement de manière extrêmement bonne. On peut discuter sur les chiffres en fonction des études, mais au moins de 85 à 95% sur les formes graves de la maladie, celles qui vous amènent à l'hôpital, celles qui vous amènent éventuellement malheureusement aux soins intensifs et parfois malheureusement au décès. Et ça c'est une activité majeure. Par contre, lorsque le virus arrive chez nous, eh bien il va se coller quelque part dans nos voies respiratoires, au niveau de la gorge par exemple. Là il est en contact avec nos moyens de défense, mais de manière beaucoup moins importante que s'il était à l'intérieur de notre organisme. Et donc nos moyens de défense vont être plus difficiles dans la salive, les liquides corporels que nous avons là, pour le détruire que s'il était dans notre sang ou dans nos poumons, par exemple. C'est pour ça qu'il y a une différence d'efficacité des vaccins entre le virus est rentré dans nous ou le virus est simplement à la surface quelque part. Or, celui que nous envoyons malheureusement entre notre oncle, notre tante ou notre ami, ben, ce n'est pas le virus qui est au fin fond de nous, c'est le virus qui est quelque part dans nos voies respiratoires lorsque nous parlons. Et là, on se rend compte que la protection donnée par les vaccins eh bien, est moins bonne que les 85, 90, 95%. Elle est de manière variable vers les 30 à 60% lorsqu'on a reçu une dose de vaccin, et elle est quelque part vers les 80 à 90%, pas plus de 90%, lorsqu'on a reçu 2 doses de vaccin. Donc on va ainsi fortement limiter la possibilité de jouer le rôle d'un billard où il y a un virus qui vous est arrivé vers vous, vous êtes vacciné, vous n'êtes pas malade, et pendant un jour ou deux, vous le portez, vous le transmettez, et puis il meurt, vous n'avez rien, et vous avez pu le transmettre à quelqu'un d'autre. Et ceci, on le diminue donc de 30 à 60% avec une dose, 80-90% avec 2 doses. Ça veut dire qu'on est fortement protégé pour la transmission, mais pas à du 100%. Il y a donc un petit risque si nous sommes en présence de personnes âgées, si nous sommes en présence de personnes qui sont affaiblies par des médicaments, par exemple. C'est pour ça qu'on vous demande, même si vous êtes vacciné, faites encore un peu attention pour les personnes très fragiles. Lorsque ces personnes très fragiles sont elles toutes bien vaccinées, eh bien à un moment, il faudra, malgré tout, baisser ceci. On ne va pas vivre tout le temps avec un masque. Et donc, la protection, alors, sera une protection de groupe. Première question. Deuxième question concernait, elle, le point du frottis. Alors, le point du frottis, c'est, faut-il encore être frotté? Mais c'est la même remarque. Vous ne serez pas malade, mais vous avez pu peut-être, en allant, par exemple, au pays, revenir avec du virus dans votre nez, être capable, pendant 2-3 jours, de le transmettre à votre famille qui est restée ici. Et c'est pour ça que les frottis auront toujours leur place.
même si peut-être, on l'espère tous, la quarantaine pourrait disparaître. Parce que comme vous avez beaucoup moins de risques, vous obligez à rester bloqué pendant 10 jours serait de trop. Vérifier qu'il y a quand même pas un peu de virus dans votre nez serait une précaution suffisante. إذا السؤال كان هو ديال أحد المستمعين كان هو علاش إلا كنا علاش غنديروا الفاكسان إلا كنا غادي نقدروا ندوزوا الفيروس للناس الكبار والناس اللي عندهم صحة ضعيفة هشة إلى غير ذلك. هذا السؤال الأول. فالجواب كان هو لأن الفيروس كيحمينا من المرض ولكن كيقدر يبقى لاصق في الفم ديالنا ولا في الأنف بلا ما نمرضوا. يعني المناعه داخل الجسم راه منعته ما يدخلش للجسم ولكن كيقدر يبقى في الانف او في الفم ونقدروا ندوزوه لواحد اخر اللي ما عندوش المناعه يعني اللي ما يعملش الفاكسان. والسؤال الثاني كان هو علاش غنعملوا هذا التيست ديال البي سي ار الا بغينا نسافروا مادام عندنا الفاكسان. فنفس الجواب هو ان الفاكسان ما تيحميش اننا نكونوا حاملين الفيروس ونقدروا ندوزوه لواحد اخر ولذلك خاص التيست باش الا كنا حاملينه ما ندوزوش ما نمشيوش نسافروا وندوزوه لشخص ثاني. مسيو فان لاتم. J'ai une question également concernant le problème qu'on a entendu avec AstraZeneca, Johnson & Johnson, le problème de coagulation chez quelques patients. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que, parce que beaucoup de gens ont peur, maintenant beaucoup de gens cherchent Moderna ou Pfizer, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais la majorité des gens qu'on voit veulent absolument Pfizer, Moderna, on a vu quelques cas qui sont parfois graves, parfois chez des jeunes. Je sais que la proportion n'est pas très élevée par rapport au nombre de personnes vaccinées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe là ce qui est maintenant déterminé comme une entité, ce qu'on appelle en médecine un syndrome, dans lequel on a à la fois des thromboses, mais pas la thrombose que tout le monde connaît parce qu'il a vu sa grand-mère avec une jambe gonflée, on a dit elle a fait une phlébite, elle a fait une thrombose. Mais c'est des thromboses dans des endroits très différents qui sont les veines du cerveau, par exemple, ou les grandes veines au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Et qu'elles s'accompagnent en plus, ces thromboses, donc ces caillots dans les veines, d'un phénomène dans lequel les petits éléments sanguins qu'on appelle les plaquettes sont diminués. Et ces petits éléments sanguins, ils servent normalement à boucher les petits trous, à éviter que nous saignions si on se coupe, par exemple, ou si des choses pareilles se produisent. Cette association de caillots dans des veines et de diminution des plaquettes, elle est extraordinairement rare dans la vie de tous les jours. Et on s'est rendu compte que pour ces deux médicaments, elle était un peu plus fréquente que ce extraordinairement rare. C'est quoi un peu plus fréquent? Eh bien, c'est probablement qu'elles arrivent une fois tous les 250 000 à 500 000 personnes à peu près qui reçoivent le vaccin. Alors, c'est effectivement extrêmement rare. Mais c'est vrai que par rapport à la personne elle-même, ça pose clairement un problème. Quand on a des gros caillots dans le cerveau, dans le ventre, ça peut donner des conséquences graves. Et soyons honnêtes, dans certains cas, on peut en décéder. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de voir? Eh bien, qui fait ce genre de complications? Alors, on a pu se rendre compte que ce n'est pas lié au fait d'avoir eu des thromboses avant. Ce n'est pas lié au fait de prendre des médicaments en particulier. C'est un peu plus fréquemment chez les femmes, mais il y a aussi des hommes, dans 10 à 35% des cas. Ce n'est pas tout à fait lié à l'âge, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus fréquent chez les jeunes. Et donc, quelle était la conclusion de pas mal de pays qui ont continué à employer ce vaccin? Parce qu'il nous aide à bâtir toute cette immunité importante maintenant contre la pandémie, c'est de dire on ne le donne pas aux gens qui sont les à plus haut risque. Et les plus hauts risques, c'est les gens relativement jeunes. Chaque pays, c'est vrai, a fait sa propre analyse par rapport à ses propres couches de population. Et la Belgique a décidé ainsi de ne les donner qu'aux personnes de plus de 40 ans, en l'occurrence de 41 ans et plus, et pas à des personnes plus jeunes. C'est dans ce contexte-là que la limitation existe. Il faut bien insister que le vaccin lui-même, intrinsèquement, reste un vaccin qui protège parfaitement bien et contre la maladie grave et de la même manière contre le portage du virus. Et on a une explication, comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on fait cette coagulation? Qu'est-ce que fait le vaccin dans le corps? Oui, c'est très compliqué. Il y a des hypothèses actuellement. Ces hypothèses nous font penser effectivement que lorsque l'on synthétise cette petite protéine S, on la synthétise de manière telle lorsqu'elle est faite par le virus dans notre corps, qu'elle vient se coller à nos vaisseaux sanguins et qu'au niveau de l'endroit en question, les petites plaquettes, ces petits éléments qui obstruent nos vaisseaux, s'ils viennent à saigner, viennent se mettre autour et font des caillots et que nous consommons ainsi les plaquettes. Et donc ça semble être lié à la synthèse de cette petite protéine S
par le virus à l'intérieur de l'organisme. Il faut maintenant encore vérifier si c'est bien ça, vérifier si c'est un problème qui est lié au fait que c'est par le virus qu'on synthétise cette protéine, ou tout simplement parce que c'est cette protéine-là, la protéine S du coronavirus, qui a une particularité tout à fait spéciale d'engendrer. Ça, c'est important pour le futur de la vaccination. Ben, ça ne change rien, je dirais, pour l'instant aux personnes même, parce qu'on n'a pas de facteurs prédisposants individuels autres qui nous permettraient d'être plus sélectifs dans notre manière de choisir des personnes que l'on peut vacciner ou pas. إذا السؤال كان هو بالنسبه للفاكسان ديال استرازينيكا وديال جونسون جونسون، الناس اللي وقعت لهم مشاكل ان الدم ديالهم تجمد في داخل الجسم واثر لهم يعني على بعض الاعضاء واحيانا ادى للوفاه. فالبروفيسور تيقول بان عدد هاد الناس يعني قليل جدا بالنسبه للعدد ديال الناس اللي خداو هاد الجلبه هذه، تقريبا 1 في 100 حتى ل 500 الف على حسب البلدان. وفعلا كيمكن يصيب الناس شباب اكثر من الشيوخ، ما عندوش يعني علاقه بواش الانسان كبير ولا عنده شي امراض مزمنه او غير ذلك، ولكن هذا المشكل هذا يعني نادر جدا. هذاك الشيء علاش ما منعش ان بلجيكا مثلا توقف هذا الفاكسان، لان النسبه ديالو قليله جدا في يعني بالنسبه لهاد لي دو فاكسان هادو. Une question. Pour les vaccins, est-ce qu'on sait, parce que pour le moment, pour Johnson & Johnson, c'est une seule injection, pour les autres, c'est 2 injections, mais on a entendu dire que Pfizer peut être une 3e. Vous confirmez? Alors la question du 3e vaccin se pose pour tous les vaccins, pas seulement pour le Pfizer, mais pour tous les vaccins. Sur quoi est-elle basée? Sur le fait que nous synthétisons des anticorps, donc des moyens de défense pour lutter contre le virus lorsque on nous montre ce petit bout de protéine et on synthétise des anticorps. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque nous faisons ça, nous ne le faisons pas de manière transitoire, mais c'est un peu comme l'artisan qui sait construire une table, une chaise. Il est capable d'en faire d'autres parce que dans son cerveau, il a la mémoire de la manière de faire cette table et cette chaise. Et nous avons dans notre organisme des cellules qui ont cette mémoire. Donc même lorsque l'artisan part en congé, est malade et ne fait pas de et de chaises pendant quelques semaines, ben, si on lui redemande d'en faire après, il sait comment le faire. C'est la même chose pour notre organisme, qui garde en mémoire la manière de faire quelque chose, qui ne va pas produire comme ça des anticorps pour le plaisir, je dirais parce qu'ils ne servent à rien. Au bout d'un certain temps, il en produit moins. Il reste un petit peu repos en disant « moi je suis prêt à en produire si j'ai de nouveau un agresseur, le virus, qui vient en face de moi ». Et donc toute la question est de savoir, est-ce que nous gardons cette mémoire suffisamment longtemps pour que si l'agresseur revient dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous réagissions directement, ou faut-il tous les quelque temps nous redonner, si on peut dire, un cours comme comment construire une table, comment construire une chaise pour qu'on sache bien réagir au bon moment. C'est toute la question de cette 3e dose qui est valable pour l'entièreté des vaccins et nous n'avons actuellement encore aucune preuve scientifique qu'il faille faire cette 3e dose. C'est extrêmement clair. On y pense. Pourquoi? Parce qu'on sait que certains d'entre nous, ils ont une moins bonne mémoire. Parce que ce sont les personnes âgées, entre autres. Eh bien, les personnes âgées ont une moins bonne mémoire de leur immunité. Ce sont les personnes fragiles, les personnes qui prennent de la cortisone, qui ont été greffées, qui ont des grosses pathologies au cœur, aux poumons, au foie, par exemple. Eh bien, là aussi, peut-être faut-il leur redonner un cours en cours de route, c'est-à-dire une injection de rappel. Mais ceci se discute pour l'instant et est loin d'être encore décidé. Et vous ne savez pas, vous n'avez pas une idée sur combien de temps tient un vaccin? C'est-à-dire, on est protégé combien de temps? Alors, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que, par exemple, si on prend les premières personnes qui ont reçu les vaccins Pfizer, et ça date déjà dans les études de l'été passé, hein, on est maintenant à largement plus de 9 mois, par exemple, lorsque le taux de leurs anticorps dans le sang diminue, si vous leur redonnez une dose de vaccin, en 24-48 heures, elles retrouvent au moins autant, si pas plus, que ce qu'elles avaient développé 9 mois avant. Donc très clairement, nous avons une bonne mémoire. Le tout est de savoir maintenant si le fait d'être en présence du virus nous donnerait le même rappel de mémoire efficace et tous nos soldats prêts à combattre, ou s'il faut tous les quelques temps nous redonner un cours par une dose de vaccin pour que les soldats soient déjà aux portes, si on peut dire, de la forteresse pour lutter contre l'ennemi s'il arrive. إذن بالنسبة للفاكسان، لي فاكسان كاملين تقريبا يعني ما كاينش فرق بالنسبه للعدد ديال لي زانجيكسيون مع عدد جونسون مره واحده، ولكن مازال ما عارفينش تقريبا واش غادي نحتاجوا المره الثالثه ولا لا. على حساب هذا الشيء يعني مازال المعلومات ما كايناش، لان ما عندناش لو ريكول بزاف في هذا المجال. فاذا تيقول بان الى نقصوا يعني هذيك المواد المضاده للفيروس نقصات في الدم
وعملنا واحد الانجكسيون يعني البرا المره الثالثه فبسرعه في 24 ساعه كترجع المناعه بحال في الفاكسان الثاني يعني كترجع طالعه بزاف لان الجسم ديالنا عنده واحد الذاكره كيتفكر كما كينساش يعني الامور اللي تيخصو ينتج فتيتذكر بسرعه وتينتج مواد اخرى. Monsieur Van Latten, pour ces vaccins, est-ce qu'il n'y a que le principe actif ou est-ce qu'il y a quand même d'autres substances dedans pour véhiculer le vaccin? Parce que beaucoup de gens s'inquiètent sur les adjuvants comme l'aluminium ou autres. Tout à fait. C'est une inquiétude qui a souvent lieu dans le cadre de la vaccination. Bon, je pense qu'elle n'a pas de fondement, mais on va y répondre très clairement. Il n'y a pas d'aluminium. Dans aucun des vaccins actuellement disponibles, il y a de l'aluminium. Il y a effectivement simplement, à part ce qu'on appelle du sérum physiologique, donc de l'eau et du sel, un certain nombre de substances, comme pour les vaccins ARN messagers, qui sont des graisses. Ces graisses servant à faire cette fameuse petite cuirasse autour de l'ARN messager pour qu'il ne soit pas découpé dès qu'il entre dans notre organisme. Il y a en même temps un certain nombre de substances qui permettent à ces graisses d'être bien stables, c'est-à-dire de rester autour de l'ARN messager et de ne pas partir dans tous les sens. Certaines de ces substances, comme une qui s'appelle le polyéthylène glycol, ce qu'on appelle le PEG, peut être une des raisons pour lesquelles de très rares personnes, à peu près aussi une tous les 200 000 à peu près, fait une réaction allergique sévère au vaccin. Je vous rappelle que si vous prenez un médicament comme de la pénicilline, par exemple, eh bien aussi tous les 200, 300, 500 000 personnes, il y en a une qui va faire une réaction d'allergie grave. Ça existe avec les vaccins aussi. C'est probablement lié à ces composants qui sont là pour stabiliser les graisses, pour que l'ARN reste adéquat et puisse faire synthétiser. Mais il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas d'aluminium, entre autres. إذا بالنسبة للفاكسان كاملين يعني كاين اللي كيتسمى البرانسيب اكتيف يعني المادة اللي كتشغل يعني كتعطي الحماية للجسم من غيرها ما كاينش مواد أخرى اللي ضافت لهاد لي فاكسان كاملين بحال الألومنيوم وغيره اللي يمكن تكون مضرة للجسم فإذا ما كاينش بتاتا في حتى شي واحد من هاد لي فاكسان شي مواد يعني زائدة اللي يمكن تؤدي لمشاكل صحية. Le fait d'avoir, parce que c'est la première fois qu'on voit, je sais que c'est l'urgence, c'est devant l'urgence que ce vaccin a été rapidement réalisé dans un temps record. Le fait de ne pas avoir pris le temps pour avoir le recul, etc., est-ce que ce n'est pas justement un point négatif? Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais bon, un vaccin fait en quelques mois, moi je me méfie, donc je ne peux pas faire confiance, on n'a pas assez de recul. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vie de ce vaccin dans son décours total a été la même que celle d'un autre vaccin. Mais comme vous le dites très bien, un autre vaccin, ça met au moins 7 à 8 ans avant d'arriver sur les planches de la pharmacie où on va le chercher avec l'ordonnance de son médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune des phases n'a été oubliée en cours de route. On les a simplement vues beaucoup plus rapidement, comme un film, si vous voulez, qu'on voit à une vitesse supérieure, et dans lequel les événements se passent beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, entre autres, ces fameuses plateformes ARN, elles étaient déjà disponibles grâce aux vaccins vétérinaires et grâce aux études sur certaines maladies tropicales. Première chose. Deuxième chose, on connaissait le point faible du virus, on connaissait sa clé d'entrée, parce qu'elle est la même que celle d'une maladie qui existe au Proche et au Moyen-Orient qui s'appelle le MERS, une maladie transmise par les chameaux, entre autres, et il est le même que celui d'un autre coronavirus qui a fait des dégâts sévères mais très limités en Asie en 2003-2004, qui s'appelle le SARS. Ce sont quasi les mêmes clés, c'est pas la même clé, il y a des petits coins différents dans la clé. Mais dès qu'on a vu que la clé était quasi la même, eh bien on a pris cette clé-là avec ces petits coins spéciaux et on l'a remplacée dans des vaccins qui étaient déjà en développement pour le SARS et pour le MERS. Et donc on avait déjà les prototypes de vaccins. Donc pratiquement très rapidement on a pu avoir ce qu'il fallait injecter aux gens. Et c'est là que toute la grosse différence s'est faite. C'est qu'en temps normal, lorsqu'on développe un vaccin, on fait ce qu'on appelle les études de phase 2, 3, 4. Chacune d'entre elles met 6 mois à 1 an, 2 ans, et suit un cours extrêmement administratif. Parce qu'il y a des centaines de milliers de vaccins et de molécules pharmaceutiques développées de par le monde, et que tout ceci suit son petit cours de vie habituel. Ici, on était devant une urgence, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas éliminé toutes ces phases-là. On les a faites de manière, là aussi,
comprimées. On les a faites en parallèle entre les firmes qui font les vaccins et les organismes contrôleurs. Les organismes contrôleurs, c'est ce qu'on appelle l'EMA en Europe, c'est la FDA des Américains, qui avait accès directement au dossier. Ce n'était pas quelque chose qu'on leur déposait un jour en disant « dites-nous quoi dans 3 mois », c'était quelque chose qui était développé en parallèle entre les gens qui étaient intéressés par le vaccin, ce sont les firmes, et les gens qui étaient là pour contrôler le bien fondé qui était fait parce qu'ils sont là payés par les gouvernements pour vérifier qu'on donne un produit qui est sûr et qui est efficace. Et donc on a pu ainsi raccourcir à peu près en 6 mois de temps, ce qui prend d'habitude 3 à 6 ans de temps. Et le dernier point important, c'est que les firmes pharmaceutiques, les États ont investi des milliards dans la construction d'usines, dans la transformation d'usines, pour être prêts à faire du vaccin dès qu'il avait montré les premiers signes d'efficacité. Prêt aussi à mettre tout ça à la poubelle si ça ne marchait pas. Et donc certains vaccins ont été bâtis sur « ça doit marcher ». Et si ça ne marche pas, on perd des milliards. Mais si ça marche, on sauve des gens. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'habitude, bien sûr. On construit ces usines, on met dans le commerce seulement 6 mois à 2 ans après qu'un vaccin a été autorisé par les autorités. C'est donc en comprimant tout ça, en gardant toutes les étapes, qu'on a eu ce miracle, j'ai envie de dire, de faire un vaccin en moins d'1 an alors qu'il en faut plus de 7 dans les autres circonstances. D'accord. Mais le problème, Ivan Lathem, c'est que d'habitude, on a des publications pendant l'étude. Ici, on n'en a pas vu, même en tant que médecin. Donc, on n'en a pas vu. Probablement, donc, les organismes de contrôle avaient un contrôle là-dessus, un accès direct, mais les scientifiques dans le monde n'ont pas eu l'accès au suivi des études avant justement le résultat final. Donc comment ça s'explique? Tout à fait. Donc on a eu, à vrai dire, une publication là aussi qui était compactée, où sont parus à peu près en même temps, ou à 15 jours, 1 mois d'intervalle, puisque tout se passait sur quelques mois de temps, les études préalables, les études avancées et les études sur les cohortes complètes. Et donc tout ça est paru de manière beaucoup plus compacte et, comme vous le dites, avec moins de temps pour digérer ces données. Ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, les organismes de contrôle qui ne sont pas, eux, payés par l'industrie, on pourrait dire est-ce que ce n'est pas vendu à l'industrie, eh bien, ils étaient capables, online, d'avoir tous les dossiers de tous les patients et de vérifier que si les conclusions qui étaient tirées étaient des conclusions logiques et pas des conclusions qui allaient dans l'intérêt de l'industrie, par exemple. D'accord. Est-ce que j'ai une question d'un téléspectateur qui demande si tous les vaccins qu'on a sont efficaces sur tous les variants qu'on a? Oh, c'est une très bonne question. Sur les variants, on a pour l'instant 2 types d'études. On a des études d'une part où lorsque vous avez été vacciné, comme moi par exemple, on prendra un peu de sang et puis on teste mon sang dans une petite boîte au laboratoire contre le virus variant et on voit s'il bloque le virus. Et puis il y a des débuts d'études qui se font dans le vrai monde où des gens ont été vaccinés et où le variant est arrivé par la suite dans le pays en question. Ça nous montre quoi? Eh bien, ça nous montre que les anticorps que nous formons, et surtout, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais les cellules que nous formons qui luttent aussi contre le virus, parce que nous ne faisons pas que des anticorps pour bloquer la clé d'entrée, mais nous formons aussi de véritables Rambo tueurs de virus dans notre corps qu'on appelle l'immunité cellulaire, sont capables d'atteindre les variants à peu près avec 60 à 80% de l'efficacité qu'ils auraient contre le virus de départ. Et on se rend compte que ces 60 à 80% bloquent l'immense majorité des infections graves, mais permettent des infections légères. Donc un variant chez quelqu'un d'entièrement vacciné, je souligne bien d'entièrement vacciné, qui a reçu ses 2 doses de vaccin, ne va pas le conduire en soins intensifs avec un tube pour respirer, mais va peut-être le rendre grippé, va peut-être le faire tousser. Il sera malade pendant quelques jours, mais il ne sera pas gravement malade, il ne va pas décéder. Et l'importance des vaccins dans une pandémie, c'est bien sûr d'éviter surtout qu'il y ait une grosse casse, que les individus ne meurent, que le système de santé ne fonctionne plus que pour ça, comme on l'a eu à un moment, et qu'on ne puisse plus s'occuper des cancers, des infarctus et autre chose. Contre les variants actuels, nos vaccins font le job. إذن سيدتي وسادتي السؤال الأول كان هو يعني السرعة اللي يعني تقام بها يعني هذا الفاكسان يعني يخرج بواحد السرعة كبيرة عادة 7 سنوات عاد كيخرج ان فاكسان فهذه المرة يعني تقريبا في بعض الشهور خرج فتيقول الدكتور فان لاتم بأن
يعني تقريبا المراحل كلها اللي كيدوز منها ان فاكسان دازوا منها هاد لي فاكسان، يعني ما نقزوش شي مرحله، يعني دارت الدراسات دارت بنفس الطريقه، غير هو كان عندهم معلومات يعني سابقه اللي عاوناتهم، لان هاد كورونا فيروس كان قبل كان نوع ثاني ماشي نفس النوع ولكن يعني نفس الفيروس ولكن من النوع الثاني، كان النوع الاول في 2003 وكان كذلك في السعوديه، يعني ظهر في السعوديه في 2013 على ما كنظن، نسيت السنه. فاذا كان عندهم معلومات وكانت ابحاث على الفاكسان قبل، اذا هذه الامور كلها ساعدتهم على انهم يربحوا الوقت باش يعني يديفلوبي يطوروا هذا الفاكسان. بس ولكن المراحل كلها يعني مر منها الفاكسان، ما حاولوش يديروا بالزربه يعني بحساب الصحه ديال الناس، يعني تيقول بان الامور دارت على ما يرام وكان عليها كنترول من الاجهزه ديال المراقبه، اذا ما كاينش مشكل. والسؤال الثاني اللي طرحه احد المشاهدين هو واش هاد لي فاكسان كاملين اللي كاينين يعني تيحميونا من جميع انواع الكورونا فيروس اللي ظهروا، يعني النوع اللي في الهند والنوع اللي في البرازيل وفي الانجليز وفي افريقيا الجنوبيه. فتيقول طبعا تيحمي بواحد النسبه ديال 60-70%، ولكن اللي مهم في هذا الشيء هو انه تيحمينا من المرض الخطير ديال الكورونا فيروس. يعني الا كان عندنا الفاكسان يعني لي زانجيكسيون بجوجهم الاولى والثانيه الرابيل، فهنا كنكونوا محميين من يعني المرض الخطير، يعني ما نقدروش واخا يجي الكورونا فيروس ربما تجينا شويه ديال الحراره يحرقونا المفاصل ديالنا، ولكن ما غاديش نمشيو يعني للغيانيماسيون، يعني المرض ما غاديش يمشي بعيد ويضر الجسم اكثر من هذا. اذا Monsieur Van Latem, j'ai encore une question. Est-ce qu'on peut vacciner tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes chez qui le vaccin est contre-indiqué? Alors je dirais qu'actuellement, la limitation, c'est l'âge, et on sait qu'on fait des études aussi pour voir chez les enfants plus jeunes. Actuellement, comme on le sait, en Belgique, on a des vaccins qui commencent à 16 ans pour le Pfizer, à 18 ans pour les autres vaccins. Quelle est la limitation qu'on a dit, qu'on a mis pour le Johnson & Johnson et pour le vaccin d'AstraZeneca au vu des effets secondaires, et qui n'a pas de limite vers l'âge le plus âgé. Il n'y a pas de limitation liée aux maladies dont on est porteuse. Donc ça veut dire que quel que soit votre état de santé, bon ou mauvais, et si c'est mauvais, quelle que soit la maladie que votre corps peut avoir, même dans les cancers ou d'autres maladies, on peut donner le vaccin. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que l'efficacité du vaccin va être différente. Si votre corps est affaibli par l'âge, par la maladie, par des médicaments, le vaccin n'aura pas de problème, ne va pas se retourner contre vous, mais il sera peut-être moins efficace. Vous allez peut-être développer moins de moyens de défense. Donc actuellement, on peut vacciner tout le monde qui a plus qu'un certain âge, avec des résultats qui vont dépendre de votre propre capacité à faire ces moyens de défense. Et les personnes, par exemple, qui ont une insuffisance rénale? Alors, toutes les personnes peuvent être vaccinées, y compris l'insuffisance rénale, et je dirais que c'est même une indication importante parce qu'on s'est rendu compte, malheureusement, durant la première vague, que les personnes qui avaient des insuffisances rénales, celles qui, entre autres, avaient des reins très abîmés, qui doivent passer à la dialyse, qui vont 2-3 fois par semaine épurer leur sang, payaient un lourd tribut au virus. Un tribut vraiment très très important, beaucoup plus que ce que leur âge le justifiait. Et donc c'est parmi les personnes qui ont tout intérêt à être vaccinées, parce que malheureusement, beaucoup d'entre elles ont eu des Covid extrêmement sévères durant la première vague. Et les personnes qui ont des allergies sévères, qui font des allergies à la pénicilline? Alors c'est certainement une très bonne question, parce qu'effectivement, comme on l'a suggéré là tantôt, on peut dans certaines circonstances, pas à cause du vaccin lui-même, mais à cause d'un stabilisant pour les graisses qu'il y a dedans, faire certaines allergies. Une fois, comme je vous ai dit, entre tous les 250 000 sans doute pour le Pfizer, tous les 400 000 pour le Moderna et tous les quelques centaines de milliers pour l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Chez qui est-ce que ça survient? Ça survient chez des gens qui ont des allergies démontrées avec ces fameuses substances stabilisatrices. Et on sait qu'elles sont présentes dans certains types d'autres médicaments, entre autres des médicaments qu'on emploie pour le tube digestif. Elles sont aussi présentes dans de rares autres vaccins. Et dans ce contexte-là, effectivement, on dit aux gens, parlez-en avec votre allergologue. Pour les autres personnes qui ont fait par exemple des grosses allergies sur une piqûre de guêpe, sur le fait de manger des moules, des crustacés ou des fraises, il n'y a normalement pas plus de risque. Elles doivent le signaler lorsqu'elles vont au centre de vaccination et par précaution, mais c'est vraiment par précaution, au lieu de les garder pendant un quart d'heure, on va plutôt les garder pendant une grosse demi-heure. Puisqu'on sait que ces allergies sévères, pour l'immense majorité, surviennent dans les quelques dizaines de minutes qui vont suivre le moment de l'injection.
Et dans ces centres de vaccination, en cas d'allergie, est-ce qu'on est prêt à agir? Il y a du matériel? Alors, tous les centres de vaccination ont bien sûr un médecin et une ou plusieurs infirmiers. Quand je dis un médecin, c'est parfois plus, bien sûr. Elles ont toute une trousse d'urgence, comme on les trouve dans les hôpitaux, avec les médicaments employés. On connaît très bien ce type d'allergie. Hein. On sait qu'elles répondent extrêmement bien si on fait ce qu'il faut rapidement. Et ce qu'il faut, c'est une piqûre très facile à faire. Elle se plante dans le muscle tel quel. Elle peut même se planter à travers un pantalon s'il le faut. Ça ne pose aucun problème d'un médicament qu'on appelle de l'adrénaline. Et c'est quelque chose qui est disponible sur place, en même temps que des structures de réanimation, s'il le fallait, de type défibrillation ou autre. Mais il faut souligner le fait que ce type d'allergie doit surtout être traité très rapidement par une piqûre d'un médicament très précis qui est amplement disponible dans tous les centres et que savent faire comme il le faut les médicaux, paramédicaux sur place. D'accord. Et la femme enceinte et la femme qui allait, on peut vacciner? Alors oui, on peut les vacciner. Et au début, on se disait, tiens, est-ce que ça vaut la peine de les vacciner? Il y avait vraiment beaucoup de notions qui allaient l'une contre l'autre dans notre esprit. Ce qu'on se rend compte très bien maintenant, grâce entre autres à des études au niveau des États-Unis, c'est que la femme enceinte, elle est plus fragile vis-à-vis du virus. Elle est plus fragile pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle risque plus d'avoir une forme sévère de la maladie, d'être en réanimation, de devoir être intubée, ventilée et malheureusement décédée. Et on sait aussi maintenant que ça a un impact sur le bébé qu'elle a dans son ventre, sur les accouchements prématurés par exemple, ou des enfants qui sont morts-nés par accouchement trop tôt. Et dans ce contexte-là, un certain nombre de pays, dont la Belgique, ont recommandé la vaccination. À nouveau, la femme enceinte peut recevoir tous les vaccins qu'elle veut, sauf des vaccins vivants atténués. Et nous n'avons aucun vivant atténué dans les vaccins contre le Covid. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. دكور. إذا بالنسبة للجلبة ما كاينش يعني شي شريحة من المجتمع اللي ممنوع عليها الجلبة، فسواء كان الإنسان عنده مرض مزمن بحال داء السكري، ارتفاع الضغط في الدم، أو يعني عجز في الكليتين يعني لي زانسوفيزونس غينال، فكل هاد الناس هادو بالعكس تيخصهم يديروا الجلبة. غير هو أحيانا ملي كان المرض مثلا الناس اللي عندهم سرطان أو غيره تيقدر ينقص من النتيجة ديال الجلبة، يعني الجسم كتكون عنده المناعة ناقصة ما ينتج ديك المواد المضاده للفيروس كثيره بزاف، فكيمكن الفاكسان ما يكونش يعني ما يعطيش نتيجه فعاله يعني كبيره بزاف، ولكن على الاقل كيحمي بواحد النسبه. فاذا ما كاينش يعني شريحه من المجتمع اللي يمكن يعني ما تعملش الجلبه، كل الناس خصهم يعملوها. وكذلك حتى المراه اللي كانت حامل او المراه اللي كترضع حتى هي كيخصها تعمل الجلبه. وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه فيعني الاماكن اللي فيها الجلبه تيبقى الانسان اللي عنده حساسيه تيخصو يقولها باش تيبقى اكثر من ربع ساعه تما، واحد نص ساعه، لان الحساسيه الا كان عنده حساسيه للجلبه غادي يديرها في ديك الدقائق الاولى. فعندهم الكل يعني الماتيريال موجود باش الا كانت حساسيه تيدقوا له واحد البرا باش ما يوقعش مشكل. اذا غير يقولها ملي مشيت السونتر يعمل الجلبه يقول لهم عندي حساسيه لشي حاجه باش يخليوه عندهم واحد نص ساعه من بعد في حاله الا كان شي مشكل. Je me permets de compléter votre question parce que j'y songe maintenant. Mais deux choses. Un, il faut savoir qu'en Belgique, toutes les femmes enceintes, quel que soit leur âge, ont un vaccin Pfizer. C'est extrêmement clair, quel que soit l'âge de la maman. Et pour vous donner un exemple, ma fille, entre autres, est enceinte. J'ai discuté avec elle. Elle a déjà reçu son premier vaccin. Elle a le prochain dans les 15 jours qui viennent. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont des personnes qui sont fragiles pour elles-mêmes et pour le bébé. D'accord. J'ai encore une question. Pourquoi est-ce qu'on vaccine les personnes qui ont déjà eu le coronavirus? Alors c'est aussi une très bonne question parce que quand on a eu le coronavirus, on a effectivement développé des moyens de défense contre le virus qui nous a agressés. Et en Belgique, c'est essentiellement contre soit le virus qui venait de Chine, c'était l'année passée, et puis depuis décembre l'année passée, janvier cette année-ci, c'est ce virus qu'on a appelé le virus anglais, le virus UK. Lorsque l'on fait ça, on a des moyens de défense qui vont nous servir pendant probablement assez longtemps, puisqu'on sait que l'immunité naturelle reste au moins pendant 12 à 13 mois à peu près. Le but de la vaccination, c'est quoi à ce moment-là? Eh bien, c'est d'une part de relancer votre immunité, de la conforter. On sait que lorsqu'on a une nouvelle mise en présence du microbe ou d'un bout du microbe, on multiplie la quantité d'anticorps et de cellules mémoire par rapport à la mise en présence une seule fois. Et c'est surtout le fait qu'on s'est rendu compte que les anticorps que nous synthétisons, lorsque nous avons reçu le vaccin, sont justement capables de toucher aussi ces fameux variants qu'on a évoqués. Ils sont
mal touchés par l'immunité qu'on a fait nous-mêmes contre le virus qui nous a donné la maladie. Ils sont beaucoup mieux touchés, je vous l'ai dit, pas totalement, mais très bien, par l'extension de la protection donnée par le vaccin. Et c'est la raison pour laquelle on propose aux gens qui ont fait la maladie d'avoir au moins une dose de vaccin pour étendre le spectre de leurs anticorps. Et c'est quelque chose d'important parce que sort maintenant un avis du Conseil supérieur de la santé qui dit si vous avez fait la maladie, vous avez droit à vos 2 vaccins. Vous pouvez avoir vos 2 vaccins. Mais si vous le souhaitez, après avoir discuté avec votre médecin traitant, si on sait que vous avez fait un test positif quelques mois avant, eh bien, un seul vaccin peut suffire à obtenir cet élargissement de votre immunité. Vous n'avez pas besoin de 2 vaccins à ce moment-là. Voilà l'utilité de vacciner ceux qui ont déjà fait la maladie. إذن سيداتي سادتي بالنسبة للناس اللي جاهم كورونا فيروس فالبروفيسور فان لاتم تيقول بأن من الأحسن يعملوا الفاكسان. علاش؟ لأن الفاكسان كيحمي من جميع أنواع الكورونا فيروس الأنواع الأخرى اللي كيتسموا لي فاريون، ولكن الكورونا فيروس إلا جاك ما كيحميكش من الأنواع الأخرى. وثانيا يعني الكمية ديال يعني لي زونتيكور هاد اللي مضاده يعني الكورونا فيروس كتكون قليله. الا عملنا الفاكسان تزيد كتضاعف اكثر وكتكون الحمايه اقوى. Docteur Van Latem, j'avais une question aussi sur le vaccin lui-même. C'est les anticorps qu'on développe quand on dose les anticorps. C'est la même chose après le Covid qu'après le vaccin? C'est exactement le même dosage? Alors, même type d'anticorps? Ça dépend quel anticorps on dose. Et c'est un des problèmes dans les techniques de dosage d'anticorps dans les laboratoires pour l'instant. C'est qu'il existe des anticorps qui nous montrent les anticorps vraiment contre la partie que l'on donne à l'individu dans le vaccin et qui nous disent oui, vous avez fait les anticorps, ce qui est la vraie clé d'entrée. Et lorsqu'on est infecté par le virus naturel, on développe aussi des anticorps contre d'autres parties du virus. Et ces 2 types d'anticorps peuvent être parfois dosés en même temps, donnant des résultats qui ne sont pas totalement fiables parce que les techniques de validation de ces dosages n'ont pas encore été uniformisées. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles au niveau européen pour l'instant on n'a pas encore accepté du fait qu'avoir des anticorps par une technique qui n'est pas standardisée était suffisant pour prouver la maladie. C'est quelque chose qui devrait être le cas dans quelques mois, mais tant que ce n'est pas standardisé, ce n'est pas possible. Il y a donc des anticorps différents en fonction de ceux qui servent vraiment à faire le boulot de bloquer le virus à l'entrée et ceux qui veulent simplement dire j'ai été en présence du virus, mais ce n'est pas eux qui font le job de tuer le virus ou de bloquer le virus. Alors, une dernière question. À quel moment on va dire, OK, maintenant, on a l'immunité collective et on ne doit plus confiner ou reconfiner, ni prendre de mesures de distanciation, parce que on veut savoir, la population veut savoir à quel moment on va essayer de revivre normalement. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a 2 choses dans cette vaccination. Il y a il faut protéger de manière proche, intense, les personnes qui risquent d'être malades pour éviter qu'elles soient malades et qu'elles ne meurent ou pour éviter qu'elles ne viennent, on va dire prosaïquement, embouteiller notre système de santé en séjournant dans les hôpitaux et les soins intensifs. Et ça, c'est l'excellente protection que nous sommes en train de développer en Belgique dans les populations à risque. Nous avons 90% des gens de plus de 65 ans qui ont reçu le vaccin. Une dose. Et nous avons parmi ces personnes-là, maintenant, à peu près, effectivement, 50% qui ont reçu leurs 2 doses. C'est très important parce que ça nous a permis de voir une chute drastique et de la mortalité et de l'admission à l'hôpital de ces personnes. Il n'y a pratiquement plus personne dans ces tranches d'âge qui vient avec un Covid grave à l'hôpital. Il n'y a pratiquement plus personne qui meurt de Covid dans ces tranches d'âge-là. Il y en a encore quelques-unes, 1 à 2 par jour au maximum. Et essentiellement des personnes très affaiblies par d'autres maladies. Premier point. Deuxième point, c'est d'avoir une bonne couverture des gens qui sont plus jeunes, qui ont 48 ans, 52 ans, mais qui ont une maladie chronique du foie, qui ont une maladie chronique des reins, qui ont un diabète. Et celles-là, nous atteignons maintenant 80% de couverture. Je dis bien par un seul vaccin, il faut encore qu'ils reçoivent leur 2e vaccin. Donc eux aussi qui sont fragiles, on va bien les couvrir. Après ça, le reste de la population, eh bien,
ça sert de les vacciner. Pourquoi? Ça sert de les vacciner, d'une part, parce que certains d'entre eux, malheureusement, même s'ils sont jeunes en bonne santé, feront un Covid sévère. Ça sert aussi parce que lorsqu'on fait un Covid et qu'on met des semaines à guérir bien, parce qu'on est fatigué, qu'on a mal de tête, c'est pas agréable. Autant éviter d'avoir ce type de maladie. Et ça sert, enfin, pour éviter que l'on ne transmette, qu'on cherche de chaînon de transmission vers des personnes fragiles chez lesquelles le vaccin aurait moins bien pris. Et c'est là qu'il faut gagner le maximum de population. C'est là qu'il faut que nos jeunes en bonne santé, je parle des gens pour l'instant dans la vingtaine, dans la trentaine, acceptent de se dire je me vaccine pour moi, mais je me vaccine pour mon oncle, pour ma tante, pour mon grand-père, pour ma grand-mère, peut-être pour mon père aussi, parce qu'ils sont plus fragiles à cause de leur âge. Et donc moi je joue un rôle dans la protection de la société. Moi je protège quelqu'un de ma famille et quelqu'un d'autre des autres familles aussi, bien sûr, en même temps, en me faisant vacciner. Alors que eux, je pense qu'il est important, ces personnes fragiles et ces personnes âgées, qu'elles comprennent que la vaccination a changé le tableau des choses et que c'est ainsi qu'elles pourront éviter de se retrouver dans ces situations dramatiques. Et est-ce qu'on a un chiffre justement pour dire quand on atteint 70%, 80% de personnes vaccinées, on peut lever tous les gestes barrières? Ce chiffre a varié au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'il a été calculé au départ. Il y a une formule mathématique qui permet de le calculer en fonction de la manière dont on savait que ce virus se répandait de personne à personne. Et au départ, avec le virus qui nous est venu de Chine, on savait qu'une personne infectait entre 2 personnes et demie et 3 personnes et demie autour d'elle. Je vous rappelle que pour la rougeole, une maladie qu'on connaît tous bien, on infecte au moins 16 à 18 personnes autour de nous. Donc ce virus est moins contagieux qu'un virus comme la rougeole, par exemple. Ça, c'était les virus de départ. Malheureusement, avec les fameux variants dont on vient de parler, qu'ils s'appellent indiens, anglais, sud-africains et autres, on a un surcroît de transmission. Et au lieu de transmettre à 2,5 à 3,5 personnes, eh bien, on peut transmettre à 4, 5 ou 6 personnes. Donc, pratiquement au double des personnes en question. Lorsqu'on introduit ces chiffres dans la formule, on se rend compte qu'au lieu de dire qu'il faudrait 70% pour faire une bonne cuirasse autour de la société, eh bien, il faut plutôt 80 à 90%. Donc moi, je pense que le réflexe doit être pas de viser un chiffre. Ça doit être de se dire que si on fait un vaccin, c'est pas une punition. Le vaccin, c'est pas je subis ça comme une amende. Le vaccin, c'est quelque chose qui est une grâce, si on peut dire, qui nous vient pour nous protéger et protéger ceux qu'on aime. Et donc, on doit être à une fréquence de vaccination la plus haute possible pour nous-mêmes et pour les autres. Et tant mieux si on atteint 90%. Et tant pis si on n'atteint pas, mais faisons-le tous ensemble pour nous-mêmes et pour les autres. Pour les petits effets secondaires qu'on a parfois, comme la fièvre, etc., qui durent 2 jours, est-ce que c'est surtout chez les gens qui ont déjà eu le Covid ou est-ce que ça n'a rien à voir? Tout à fait, c'est une bonne remarque. Si on a déjà fait le Covid, eh bien, comme on a déjà été en présence du microbe, on a déjà développé des moyens de défense. Et le fait d'avoir sa première dose de vaccin, ça va être un peu comme si on avait la 2e dose de vaccin chez quelqu'un qui n'avait jamais fait la maladie. Et on sait que pour beaucoup de vaccins, ça dépend des vaccins. Les vaccins ARN messager comme le Pfizer ou le Moderna ont fait plus de réactions à la 2e dose. Le vaccin comme l'AstraZeneca, on fait plus de réactions à la première dose. Il faut savoir ça. Alors, soit on attend de faire ou pas des réactions. Moi, je n'en ai eu aucune, par exemple. Soit on attend et on prend dès qu'on a un peu mal, localement, un peu une sensation de grippe ou des choses pareilles, eh bien, on prend un peu de paracétamol, hein, quel que soit le nom commercial qui se trouve derrière. Soit, si vous avez vraiment très peur d'avoir ça, eh bien, je vais vous dire, prenez-le à l'avance. On a pu montrer que pour ces vaccins, ça n'avait pas d'impact sur la manière dont nous développons notre immunité. Donc, si vous êtes craintif, que vous dites, oui, j'ai pas envie d'avoir ce petit inconfort pendant un jour ou deux, peut-être que je l'aurai pas, mais peut-être que je l'aurai, eh bien, prenez du paracétamol avant de faire votre vaccin et n'hésitez pas à en reprendre si 12 heures ou 24 heures plus tard, quelque chose vous gêne. إذن سيدتي سادتي البروفيسور فان لاتم تيقول بأن بالنسبة للفاكسان بعض الأحيان تظهر بعض الأعراض مباشرة يعني بحال الحرارة مثلا كتطلع ولا المفاصل تيحرقوا بحال اون غريب فهاد الأعراض هذه كتكون غالبا عند الناس اللي كان داز عندهم كورونا فيروس قبل يعني مرضوا بكورونا ملي تيعملوا الفاكسان بحال كيكون الجسم كيتذكر يعني هذاك المرض فتيوقع هاد لا رياكسيون الجسم
واحيانا يعني في الجلبه الثانيه بالنسبه للناس اللي داروا فايزر ولا موديرنا ولا في الجلبه الاولى بالنسبه للناس اللي داروا جونسون واسترازينيكا. وفي هذه الحاله تنصح باش ناخذوا الباراسيتامول اما قبل الجلبه مباشره ولا من وراها بواحد شويه باش يعني الحراره ما تطلعش بزاف وهذيك الالام ديال المفاصل تكون حتى هي ناقصه. J'ai juste une dernière question. Est-ce que dans la commission où vous êtes donc pour prendre les décisions, donc vous êtes des scientifiques et des politiques, est-ce que le scientifique ne subit pas des pressions des politiques justement en ce qui concerne les décisions prises, que ce soit pour le confinement, pour etc. Est-ce que il n'y a pas vraiment, ou est-ce que vous pensez que la combinaison des deux est nécessaire pour pouvoir justement avoir le côté scientifique et en même temps ne pas non plus toucher trop à l'économie, à la vie sociale des gens, etc. Alors je pense, ça dépend de quelle commission on parle. L'avantage que j'ai de présider la commission de vaccination du Conseil supérieur de la santé, c'est qu'il n'y a que des scientifiques, il n'y a pas de politique. Donc nous sommes totalement libres de prendre une décision scientifique et de dire, à notre avis, au vu des données dont on dispose maintenant, au vu de ce qu'on sait du vaccin et dont c'est de la maladie, on pense que la meilleure recommandation, c'est celle-là. Et nous avons la chance, dans cet État démocratique, de pouvoir la publier, le mettre sur le site, dès qu'elle est terminée, indépendamment de ce qu'en pensera le politique. Cette recommandation va arriver à différents endroits, et deux des grands endroits, c'est ce qu'on appelle la Task Force Vaccination, qui gère le plan de bataille de notre lutte contre le coronavirus, où se trouvent des tas de gens, qui sont bien sûr des médecins, mais aussi des gens qui sont impliqués dans les différentes communautés de notre pays et dans le politique. Il intègre ça avec l'état actuel de la bataille. On peut dire, ceci ne doit être employé qu'à tel moment. Mais si on se rend compte qu'on a un déficit quelque part, eh bien pour la santé de la population, il y a alors une décision qui peut être une décision politique de dire « je prends un risque supplémentaire, mais je pense que c'est important ». Et cette décision est soumise alors à l'entièreté des ministres de la santé de notre pays. Et il y en a beaucoup, vous le savez, il y en a 9 dans notre pays, en prenant au niveau fédéral et au niveau des différentes régions, qui avalisent ou pas ce genre de recommandations et qui prennent alors le rôle de politique. C'est eux qui décident in fine. Donc j'ai un rôle à la fois qui est purement scientifique, qui est le plus facile. J'ai un rôle de discussion avec les politiques pour les aider à comprendre nos décisions, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes connaissances et donc ils ont des questions à poser. Et puis c'est eux qui décident in fine. D'accord. J'ai juste une question qui est irréaliste. Hein. Donc elle est irréaliste, je le sais depuis le début, parce qu'elle est naïve et irréaliste. Mais naïve parce qu'elle est irréaliste. Toute cette année où ça fait plus d'1 an que le coronavirus fait des ravages dans le monde, si toute la planète se mettait d'accord dès le début pour confiner 1 mois tout le monde, est-ce qu'on ne serait pas sorti très rapidement sans toutes les conséquences sociales, économiques, tout ce qu'on a vu après? C'est votre réflexion très naïve, a été publiée dans les plus grands journaux. Hein. Je pense que c'est dans le Lancet ou le British, des grands journaux médicaux ont publié ça en disant que probablement que si on pouvait bloquer les gens entièrement sans transmission pendant plusieurs semaines, on pourrait obtenir ça. Un des grands problèmes, c'est que bien sûr, si nous avons ces connaissances, eh bien, c'est que le monde est une marmite en ébullition permanente qu'il est impossible de bloquer entièrement pendant 2, 3, 4 semaines. Et entre autres, dans de vastes régions du monde où le virus circule, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans lequel, effectivement, on n'aura pas la possibilité d'avoir cette espèce de contention sur la population. Ça a été possible en Chine. La Chine est un bel exemple, mais c'est aussi un exemple peu démocratique dans lequel on a pu bloquer des dizaines de millions de personnes pendant des semaines et dans lequel on a pu éradiquer pratiquement la pathologie. C'est malheureusement quelque chose qui est naïf, même si tout à fait fondé sur le plan purement intellectuel. D'accord. سيداتي سادتي ننهي هذه الحلقة اليوم. نتمنى أنكم استفدتوا معنا يعني من هذه الحلقة وعرفتوا يعني والدكتور فان لاتام جاوب على الأسئلة اللي سألتوا على المباشر والأسئلة اللي بعض الناس يعني كيتسائلوها من شحال هذه. فكنتمنى إن شاء الله نكونوا يعني في حسن الظن على حسن الظن ديالكم. Monsieur Van Lathem, merci d'avoir accepté de venir jusqu'ici pour répondre aux questions de plusieurs de nos téléspectateurs, mais aussi plusieurs personnes de la communauté maghrébine, mais aussi
de toutes les communautés. On a essayé de traduire un petit peu en arabe et pour que tout le monde puisse un petit peu avoir accès à l'information. J'espère te revoir encore une autre fois dans un plateau comme ici pour parler encore, parce que je crois qu'on ne s'est pas encore fini avec le coronavirus. Donc, à mon avis, on aura probablement encore l'occasion, si ton timing le permet, de te revoir ici pour répondre aux questions des téléspectateurs. Avec plaisir. Merci. Et toujours prêt, clairement, à répondre. C'est, je pense, important pour tout le monde. Nous tous, nous sommes une grande communauté. Nous ne vivons pas isolément les uns des autres. Et je pense que dans notre job de médecin, l'éducation, l'information est aussi importante que l'action. Je vous remercie.